Donc la politique qui est affaire de désir, donc vous laissez deux pages. Et on y va, j'explique et après on notera. Alors on va développer ici les idées d'un philosophe contemporain qui s'appelle Frédéric Lordon, qui a écrit un bouquin sympa qui s'appelle La politique des affects, notamment, il en a écrit plusieurs. Et alors Lordon, bon, si vous êtes proche des milieux d'extrême gauche anarchiste, vous le connaissez sans doute, puisque Lordon, c'est quelqu'un qui déteste évidemment le gouvernement en général. Alors, il déteste bien sûr Emmanuel Macron, toute cette équipe, mais il détestait les autres avant aussi. Quelqu'un de très engagé en philosophie politique, Frédéric Lordon. Et alors, pour bien comprendre l'idée de Lordon, oui. Comment ? Ah oui, il est vivant, oui, tout à fait vivant. Et donc, pour bien comprendre sa pensée, il faut comprendre que cette pensée politique s'ancre dans une autre pensée philosophique, qui est celle de Spinoza, que Spinoza délivre dans son éthique. Alors, généralement, l'éthique de Spinoza, j'en parle quand je fais le cours sur le désir, mais là, on est obligé d'en parler puisque la politique est affaire de désir. L'éthique de Spinoza, c'est un livre assez amusant qui a été publié à titre posthume par Spinoza, enfin, à la volonté de Spinoza, parce que Spinoza, qui était destiné à devenir rabbin, a été excommunié du judaïsme, donc la communauté juive ne voulait plus de lui, ne voulait plus entendre parler de lui. Il était jugé comme étant un hérétique, on brûlait ses livres de son vivant, et quand l'éthique a été publiée, la première chose qu'ont fait toutes les églises du monde, c'est généralement les réactions qu'elles ont face au savoir et à l'intelligence, eh bien, elles ont commencé à le brûler aussi. Voilà. Donc, petit point commun entre l'église et les nazis, hein, dès qu'on peut brûler des trucs, on y va. On se fait plaisir. Bon, alors, Spinoza, quelle est l'idée qu'il développe dans l'éthique ? C'est un truc assez contre-intuitif. C'est quelque chose qu'on fait généralement dans un cours sur la morale et dans un cours sur le désir, donc. Mais il faut bien comprendre, le raisonnement, c'est un peu tarabiscoté. Enfin, tarabiscoté. Généralement, on a tendance à penser qu'en fait, quand on désire quelque chose parce que cette chose est une bonne chose. Ça, c'est la vision chrétienne. La vision chrétienne dit, voilà, X désire telle chose parce que telle chose est bonne. Et il faut que ce soit comme ça. Parce que si ne va pas dans cet ordre-là, si on ne peut plus désirer des choses parce que ces choses sont bonnes ou mauvaises, alors on ne peut plus être jugé par rapport à la qualité de nos actes. Vous comprenez bien que s'il n'y a pas des choses qui sont des bonnes choses en soi et des mauvaises choses en soi, eh bien, il est impossible de juger qu'on désire de bonnes ou de mauvaises choses. Donc, il est impossible de décider si nous sommes de bonnes ou de mauvaises personnes. Donc, dans la perspective du christianisme, on désire une chose, enfin, si on est un bon chrétien, ou là, pour le coup, un bon juif pour Spinoza, on désire une chose parce que cette chose-là est bonne. Et donc là, on est une bonne personne. Et si on est un mauvais chrétien, un mauvais juif, eh ben, on désire une chose parce qu'elle est mauvaise. Donc on est puni par Dieu ou par l'autorité religieuse. Logique. Spinoza dit, ça ne marche pas exactement comme ça en réalité. Alors, pourquoi ça ne marche pas comme ça ? Parce que, remarque Spinoza, tous les êtres humains ont quelque chose en commun, c'est d'être guidés par ce qu'on appelle communément aujourd'hui un conatus. C'est quoi le conatus ? C'est rendu dans le texte de l'éthique en français par le mot appétit. Par un appétit. En fait, le conatus, c'est le désir de persévérer dans son être. C'est en quelque sorte l'instinct de survie, le fait de vouloir continuer à vivre. Ce que Schopenhauer appellera plus tard le vouloir vivre, ce que Nietzsche appelle d'une certaine manière aussi, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, hein, la volonté de puissance. Mais c'est ce désir de vivre, le conatus. Et ce conatus, c'est quelque chose qui est commun à toutes les espèces vivantes d'ailleurs. Et Spinoza, contrairement aux philosophes cartésiens qui vous expliquent que l'essence de l'homme c'est l'âme, tous ces gens-là qui vous disent que c'est Platon, que d'abord il y a l'âme, puis après il y a le corps matériel, Spinoza, c'est pas trop son idée. Spinoza dit que l'essence de l'homme, c'est justement le conatus, c'est l'appétit. Alors, comment ça se fait que ce conatus soit l'essence de l'homme ? Enfin, c'est pas exactement le conatus qui est l'essence de l'homme. Parce que on comprend bien que s'il n'y a pas de désir de survivre, il n'y a pas d'humanité. Tout le monde se suicide, ou tout le monde se laisse mourir. S'il n'y a aucun désir de vivre, les gens se laissent mourir de facto. Ça paraît assez logique, ça. Donc pour que les hommes existent, pour qu'ils puissent vraiment exister, il faut qu'ils désirent vivre. C'est pour ça que
ce désir de survivre, c'est l'essence de l'homme. Alors Spinoza est un peu plus précis et dit qu'en fait le conatus c'est une expression particulière, singulière chez les hommes, chez les êtres humains. En fait, chez les animaux, cela peut se traduire en une forme d'instinct. Mais chez les êtres humains, cela se traduit dans une forme spécifique qu'on appelle le désir. Hein, le désir, en fait, dit Spinoza, c'est la tendance consciente d'un appétit inconscient. C'est l'expression consciente d'un appétit inconscient. On sait qu'on désire, on sait ce qu'on désire, mais on ne sait pas pourquoi on le désire. Mais on le désire. On a des désirs, mais on ne sait pas pourquoi on les désire. Pourquoi? Parce que conatus, voilà, le désir, c'est quelque chose qui a une essence inconsciente, qui est l'appétit, qui est le conatus. Et donc ce désir, c'est lui qui constitue l'essence de l'homme, parce qu'il est à l'origine de toutes les activités humaines. C'est grâce au désir qu'on fait des choses, qu'on agit, qu'on continue à perpétuer l'espèce, qu'on continue à vivre. Bon, alors, quelle conclusion on doit tirer de ça? Spinoza remarque que, au bout du compte, ce désir, il n'obéit pas à la raison, il n'est pas rationnel. Ça, c'est un gros pied de nez aux platoniciens, aux cartésiens, parce que ces gens-là étaient convaincus que l'univers était guidé par la raison, par la rationalité. Bon, le désir, il n'est pas rationnel. Et si le désir n'existe pas, rappelez-vous, il n'y a pas d'humanité. Donc l'humanité, elle n'est fondamentalement pas rationnelle. Bon. Donc, les catégories qui émergent du désir ne sont pas des catégories rationnelles. Bon. Jusque-là, on est d'accord. Or, le bien et le mal, au sens chrétien, au sens religieux, au sens de l'éthique rationaliste, sont des catégories rationnelles. Ceci est bien parce que telle raison, ceci est mal parce que telle raison, qu'on arrive à justifier justement par la raison. Mais si les choses que l'on désire, on les désire avant même qu'on les définisse si elles sont bonnes ou mauvaises, ou avant même qu'on puisse le définir, le fait même qu'on trouve qu'une chose est désirable, donc une chose est bonne pour nous, c'est indépendant de la raison. On ne désire pas quelque chose parce que cette chose est une bonne chose. C'est parce que nous la désirons que la chose est une bonne chose. La valeur des choses ne dépend pas d'une propriété intrinsèque des choses, des choses elles-mêmes. Non, elle dépend du désir qu'on leur porte. Pourquoi est-ce que tout... On va prendre un exemple très trivial. L'iPhone 12 en lui-même, c'est pas une bonne chose. Enfin, c'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose, si vous voulez. Mais ça devient une bonne chose parce que tout le monde le désire, en fait. Ça devient cool d'avoir un iPhone parce que tout le monde le désire. Je vous donne un exemple peut-être plus pertinent, qui est issu de l'histoire de l'art. Vous avez des mécènes dans l'histoire de l'art, notamment les Médicis qui étaient des mécènes, et ces gens-là achetaient plus cher des cornes de licorne. Alors une corne de licorne, c'est un objet complètement bidon, hein, bien sûr, parce que les licornes, ça n'existe pas. Donc c'était une corne qui était faite et retravaillée par un artisan. Voilà. Donc ils achetaient ça extrêmement cher, alors qu'une toile de maître qui était de leur époque, ils l'achetaient 30 fois moins cher. Ouais, c'est comme si aujourd'hui, je ne sais pas, un Picasso valait moins cher qu'une corne de licorne. Tout le monde trouverait ça absurde. Eh bien, en réalité, c'est parce que justement cet objet-là était plus désirable à l'époque. Comme il était plus désirable, il avait plus de valeur, et donc, comme il avait plus de valeur aux yeux des gens, il était plus cher. Donc l'idée de Spinoza, c'est qu'en fait, on ne désire pas quelque chose parce que cette chose-là est une bonne chose, mais une chose est bonne parce qu'on la désire. Pourquoi? Alors, l'objection qu'on entend généralement, mais oui, mais se nourrir, c'est une bonne chose, objectivement. Et Spinoza répondrait non. On veut se nourrir parce qu'on veut vivre. Le fait de se nourrir, ce n'est qu'un moyen de vivre, c'est un moyen de perpétuer le conatus, le désir de vivre. Et donc, c'est parce qu'on désire vivre qu'on désire boire et manger. C'est pour ça que boire et manger deviennent des choses qui sont salutaires, parce que nécessaires à la vie. Pas nécessaires en elles-mêmes, mais nécessaires à la vie. Donc voilà l'idée de Spinoza. Vous comprenez pourquoi les chrétiens ont cramé ça dès la sortie, parce qu'évidemment, ça veut dire que concrètement, le bien et le mal ne sont pas des catégories qui sont définies a priori par Dieu. C'est dommage. Spinoza n'était pas athée, hein, cependant, mais disons que son Dieu n'était pas tout à fait le Dieu des religions, quoi. Pas du tout même. Bon, donc on voit bien que le désir, c'est quelque chose qui est irrationnel, qui obéit à la logique du conatus, et qui détermine ce qui est bon et ce qui est mauvais. Alors qu'est-ce qu'on en fait maintenant politiquement parlant? Parce que c'est ça la question qui nous préoccupe. Eh bien, ce que dit Lordon, c'est que ce conatus, c'est une affaire d'affect. Les individus sont affectés dans leur sensibilité, dans leurs sentiments, dans leurs émotions,
par un certain nombre de signaux qui appartiennent à notre monde. Bon. Et il s'avère que il arrive que parfois, plusieurs individus, des communautés d'individus, soient affectés par la même chose, par la même manifestation, par le même phénomène. De telle sorte que puisse être généré une espèce d'affect commun, un désir commun vers une même chose. Ce désir, là encore, n'est pas rationnel. Les individus désirent une chose. Et ce que dit Lordon, c'est qu'en fait, le résultat du processus politique, la victoire d'une personne ou d'un parti en politique, eh bien, c'est la victoire du plus gros affect commun. En fait, Lordon considère que les hommes politiques, les partis politiques arrivent à se faire élire en réussissant à se rendre désirables auprès des peuples. Ou les hommes politiques arrivent à garder leur pouvoir en réussissant à se rendre désirables auprès des peuples. Donc il y a cette idée d'être désirable et d'être désiré. Or, comme le désir, ça ne dit rien de la qualité réelle de la chose qui est désirée, ça dit seulement que elle est désirée, voilà. C'est quelque chose de parfaitement irrationnel. Eh bien, il n'y a aucune raison que les logiques des partis politiques et des hommes politiques obéissent elles-mêmes à la raison, obéissent elles-mêmes à la rationalité. Les partis politiques, les hommes politiques, en fait, tout ce qu'ils ont à faire, c'est exciter le conatus des gens, c'est susciter le désir chez les foules. Et s'ils y arrivent, eh bien, alors, ils prendront le pouvoir. Mais on voit bien que, à partir de là, très concrètement, si vous avez deux hommes politiques qui font deux discours distincts, vous en avez un qui est parfaitement rationnel, parfaitement raisonnable, et qui expose à une masse populaire qui l'écoute des arguments très raisonnables, alors qui nécessitent de raisonner, qui nécessitent de réfléchir, qui nécessitent d'aller à un point A, à un point B pour comprendre pourquoi on décide de prendre telle décision plutôt que telle autre. En fait, un homme politique qui est dans la rationalité, donc qui explique des choses de manière très rationnelle, très pédagogique et très logique aussi. Bon. Vous avez d'une part cet homme politique-là. Et d'autre part, vous en avez un qui harangue les foules, qui pousse des cris, qui dit c'est notre projet, des trucs comme ça, voilà. Vous voyez, ce genre d'homme politique qui génère beaucoup d'émotions, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'excitation dans ses meetings, lequel des deux sera le plus désirable? Évidemment, ce ne sera pas le mec barbant qui est en train de donner des explications, même si ces explications sont justes, sages, rationnelles, tout ce que vous voulez. Personne ne voudra de lui parce qu'il est ennuyeux, parce que pour le comprendre, ça nécessite de faire un effort, ça nécessite de réfléchir. Donc vous voyez, c'est coûteux d'essayer de comprendre cette personne qui est extrêmement barbante finalement. Alors que pour écouter quelqu'un qui pousse des cris, qui dit c'est notre projet, et qui finalement ne dit pas grand-chose, quoi, ça ne requiert aucun effort, et immédiatement, cette personne peut devenir déjà beaucoup plus facilement désirable par le plus grand nombre. Et de ce fait, d'une part, évidemment, ce n'est pas la raison qui gouverne la vie politique, puisque c'est le désir. Donc ça, c'est la première chose. Et d'autre part, la raison, elle n'a pas trop sa place dans le monde politique, parce que l'irrationalité liée au désir prend beaucoup plus facilement le pouvoir sur les esprits et sur les corps que la raison elle-même. Donc vous imaginez que dans un cadre tel que celui-ci, ce n'est pas le plus sage qui prend le pouvoir. On trouve un exemple de ce type dans la littérature de science-fiction, notamment chez Ray Bradbury. Alors, vous pouvez citer de la littérature de science-fiction dans les copies de philosophie. Généralement, il y a des geeks lecteurs de science-fiction parmi les profs de film. Dans Fahrenheit 451. Oui, bon, je ne vais pas vous citer les chroniques martiennes, ça n'aurait rien à faire ici, bien sûr. Bon, ça, c'est publié en 1954, pour vous donner un indicatif. Vous l'avez lu? Bon, donc vous connaissez l'histoire. Les pompiers ne servent plus à éteindre les incendies, mais à cramer les livres. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, il y a des pompiers dans ce bouquin-là qui ont connu l'époque durant laquelle les pompiers servaient encore à éteindre des incendies. Ouais. Et le héros du roman, donc Montag, c'est quelqu'un qui en fait aime bien les livres et qui, à chaque fois qu'il crame des livres, en garde pour lui et les cache dans son grenier. Bon. Et Montag, en fait, est marié donc à une épouse, et son épouse, c'est dans le livre, en fait, elle incarne l'archétype de la personne qui est complètement sujette à la société tyrannique de Fahrenheit 451. Et un moment, son épouse invite des amis à elle à dîner,
Et là, il y a une discussion politique qui est assez délirante. Donc on est en 1954 quand Bradbury écrit ça. Alors, les amis de la femme de Montag se demandent, voilà, mais pour qui elles vont voter aux prochaines élections présidentielles? Donc il y a deux candidats. Alors, il y en a un, il s'appelle le candidat Noble, et l'autre, je sais pas, j'ai oublié son nom, enfin, c'est pas tellement important. Elles disent non, non, mais on va pas voter pour l'autre il est tout petit, rabougri, il est moche. Alors que, quand même, le président Noble, je pense qu'il faut qu'on vote pour lui. Regarde bien, il est beau, jeune et dynamique. Donc, voilà, en fait, ce que décrit Bradbury, c'est une société dans laquelle on plébiscite des hommes politiques parce qu'ils sont beaux, jeunes et dynamiques. Alors, on voit bien que ça, c'est complètement débile. C'est-à-dire que concrètement, le mec, c'est pas parce qu'il est beau, jeune et dynamique qu'il fera quelque chose de bien pour la société. Mais ça le rend désirable. Et ça, vous comprenez que ça a été très efficace dans un certain nombre de campagnes présidentielles. Euh, voilà, il n'y a pas très longtemps, dans un pays que peut-être que vous connaissez, un président a été élu parce qu'il était beau, jeune et dynamique. Euh, Bradbury avait déjà vu ça, si vous voulez, presque 60 ans en avance, quoi. On voit bien, c'est pas la raison qui agit. C'est pas la raison. Si la raison était en action dans le monde politique, la plupart des hommes, enfin peut-être même la totalité des hommes politiques qui sont au pouvoir n'auraient jamais pris le pouvoir. C'est impossible. Parce qu'ils sont pas capables d'assez de rationalité, justement. Voilà, donc je ne veux pas dresser un tableau trop pessimiste, hein, mais ça paraît compliqué, enfin, sauf à rendre le savoir désirable, ça paraît compliqué que ce soit la raison qui gouverne. Allez, je vais vous donner une dernière référence qui est assez pertinente et intéressante. Je le fais parfois écouter en classe. Il y a un philosophe contemporain qui s'appelle, enfin contemporain, non, postmoderne, qui s'appelle Michel Foucault, parce qu'il est mort. Il est mort en 85. Et Foucault donnait pas mal d'interviews à la radio, à la télé ou à des journaux. Ces interviews ont été retranscrites dans deux ouvrages assez volumineux qui s'appellent Les Dits et Écrits. Et donc, il y a la retranscription d'une de ces interviews qu'il a données à la radio qui est assez amusante, dans laquelle on lui demande mais à quoi sert l'école et qu'est-ce qui ne va pas avec l'école. Et en fait, Foucault dit que l'école a réussi le tour de force de rendre détestable son propre objet, à savoir le savoir. L'école est censée diffuser des savoirs, c'est sa seule fonction, et donc normalement elle devrait être capable de rendre attractif le savoir, de le rendre désirable ce savoir. Foucault dit de le rendre érotique. Et alors il a cette expression, il dit imaginez que les gens aient la même frénésie de savoir qu'ils ont une frénésie de faire l'amour, ce serait le désastre social total. Ça se bousculerait devant les écoles, tout le monde voudrait savoir, et la société aurait du mal à maintenir un ordre parfait. Pourquoi? Parce que les gens qui rechercheraient à savoir, qui rechercheraient à comprendre, seraient beaucoup moins enclins à obéir. Ouais. Donc là encore, vous voyez bien que le pouvoir qui a intérêt à ce que les gens obéissent n'a pas intérêt à rendre le savoir désirable, et donc a intérêt à rendre désirable des choses complètement superficielles, mais qui lui permettent de continuer à se perpétuer et à s'exercer. Donc le savoir, voilà, une société. Le problème c'est ça, c'est qu'en fait une société dans laquelle le savoir est désirable est presque une société impossible. On prépare les élèves à l'école à avoir un emploi pour intégrer le marché du travail. Vous avez des gens qui, quand ils ont 5 ans, rêvent d'être pompiers, cosmonautes, je sais pas, cuisiniers, et qui, arrivés à 18 ans, veulent travailler dans la publicité, quoi. Ouais, c'est la preuve que du mal a été fait. Bon, certains veulent être artistes aussi, mais après, je sais pas, ils travaillent dans le commerce, quoi. La destruction totale des individus par l'appareil comme ça, l'appareil social. Bon alors, sur ces bonnes paroles pleines de joie et d'optimisme, vous pouvez noter. Lordon, Frédéric Lordon propose une analyse des systèmes politiques. Lordon propose une analyse des systèmes politiques qui repose sur les
affects. Qui repose sur les affects. Point. Sa réflexion s'appuie sur la philosophie. Sa réflexion s'appuie sur la philosophie que développe Spinoza dans l'éthique. Sa réflexion s'appuie sur la philosophie que développe Spinoza dans l'éthique, dans son éthique. Point. Spinoza constate que la survie des hommes, avec un H minuscule, Spinoza constate que la survie des hommes est subordonnée à un désir de vivre. Un désir de vivre, virgule, à un conatus. À un conatus. Donc c'est au tableau le mot conatus. Point. Ce conatus est une forme d'appétit inconscient. Ce conatus est une forme d'appétit inconscient qui conduit les hommes à vouloir exister. Point. Or, les hommes sont conscients de leur désir. Or, les hommes sont conscients de leur désir. Point. Mais ils ignorent pourquoi ils désirent. Point. Ainsi, Spinoza affirme que, ouvrez les guillemets, toujours dans l'éthique, livre 3, le désir, c'est l'appétit avec la conscience de l'appétit. Spinoza affirme, ouvrez les guillemets, le désir, c'est l'appétit avec la conscience de l'appétit. Fermez les guillemets. Point. En effet, l'homme a conscience de désirer. En effet, l'homme a conscience de désirer, virgule, même s'il ne choisit pas de désirer. Point. Cela conduit Spinoza à conclure
que le désir est, entre guillemets, l'essence de l'homme. Cela conduit Spinoza à conclure que le désir est, entre guillemets, l'essence de l'homme. Cela conduit Spinoza à conclure que le désir est, entre guillemets, l'essence de l'homme, virgule. La condition nécessaire à son existence et à sa perpétuation en tant qu'espèce. La condition nécessaire à son existence et à sa perpétuation en tant qu'espèce. Point. Par conséquent, la vie n'est pas fondamentalement guidée par la raison. Par conséquent, la vie n'est pas fondamentalement guidée par la raison. Point virgule. Par conséquent, la vie n'est pas fondamentalement guidée par la raison. Point virgule. Elle obéit au désir, virgule, aux passions. Elle obéit au désir, virgule, aux passions. Elle se trouve être alors fondamentalement irrationnelle. Et se trouve être alors fondamentalement irrationnelle. Point. Spinoza en déduit que les qualités que nous attribuons aux choses, Spinoza en déduit que les qualités que nous attribuons aux choses ne dérivent pas de leur propriété, donc des propriétés de ces choses, ne dérivent pas de leur propriété, virgule, mais sont intimement liées au désir. Sont intimement liées au désir. Sont intimement liées au désir. Point. On ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne. On ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne. On ne désire pas une chose parce qu'elle est bonne. Virgule. Mais elle est bonne parce qu'on la désire. Mais elle est bonne parce qu'on la désire. Point à la ligne. Lordon transpose cette mécanique du désir à la vie politique. Lordon transpose cette mécanique du désir à la vie politique. Il faut qu'on ouvre un peu pour ventiler. Lordon transpose cette mécanique du désir à la vie politique. Voilà. Et là aussi. Désolé, il va faire un peu froid. Je ne mets pas l'huile là ici pour souffrir. Ok,
Mais bon, on n'a pas le choix. Point. Pour lui, oui, Lordon transpose cette mécanique du désir à la vie politique. Transpose cette mécanique du désir à la vie politique. Point. Un truc de Spinoza, quoi. Pour lui, la politique est avant tout affaire d'affect, virgule, de... Pour lui, la politique est avant tout affaire d'affect, virgule, de passion, virgule, de désir. Point. Le vainqueur en politique est le plus désiré, virgule, est le plus désiré, virgule, alors, parti ou personne, bien sûr, est le plus désiré, virgule, celui qui réunit, le vainqueur en politique est le plus désiré, celui qui réunit le plus gros affect commun. Celui qui réunit le plus gros affect commun. Point. De ce fait, la raison n'occupe qu'une place secondaire dans la vie politique. De ce fait, la raison n'occupe qu'une place secondaire dans la vie politique. Point. Ce qui détermine réellement la vie politique, c'est le désir irrationnel. Point. Et on va noter un exemple, à la ligne, vous mettez exemple. Ça, c'est un exemple un peu sympa. Dans Fahrenheit 451, c'est la température à laquelle brûle le papier. Dans Fahrenheit 451, Bradbury expose une scène une scène quasi prophétique. Bradbury expose une scène dans laquelle les personnages discutent des élections présidentielles. Bradbury expose une scène dans laquelle les personnages discutent des élections présidentielles. Point. Il est question de plébisciter un candidat plutôt qu'un autre. Il est question de plébisciter un candidat plutôt qu'un autre. J'avais jamais fait gaffe que dans plébisciter, il y avait plèbe. Il est question de plébisciter un candidat plutôt qu'un autre, au motif que celui-ci est jeune, beau et dynamique. Point. Cet exemple tiré d'une fiction
Cet exemple tiré d'une fiction illustre le fait que la vie politique est essentiellement irrationnelle. Vous imaginez, là encore, que dans un monde illustre le fait que la vie politique est essentiellement irrationnelle. Dans un monde où la politique est guidée par la raison, Donald Trump n'est jamais élu à la tête de rien du tout, en fait. Et dans un monde guidé par la raison, quand Joe Biden est élu, personne ne se réjouit. Vous voyez bien que c'est pas la rationalité qui agit là. Demandez-vous, regardez l'histoire des... alors pas des hommes politiques, parce qu'il y a eu des gens qui étaient tout à fait rationnels. Regardez l'histoire des chefs d'État, et demandez-vous, essayez d'en trouver un seul qui était vraiment sage, vraiment rationnel, vraiment intelligent. Bon courage. Bon courage. Et là, vous voyez que, ok, c'est bien d'avoir des idées comme ça pour établir des régimes politiques qui sont idéaux, qui sont meilleurs, qui sont préférables, qui sont légitimes. Mais le problème, c'est que ces idées-là se heurtent à une réalité qui, elle, ne cesse de légitimer le droit du plus fort. Parce que le droit du plus fort s'impose dans les faits. Il s'impose nécessairement dans les faits. Dans les faits, c'est le droit du plus fort qui est légitime. Rationnellement, il est illégitime, mais de facto, il l'est. Parce que lui seul a la légitimité de revendiquer le pouvoir. Lui seul a le pouvoir de revendiquer le pouvoir. Bon, voilà, c'est ce que je voulais voir avec vous dans le 2.2. Alors 2.3, j'ai changé d'avis en cours de route. Le 2.3 que je voulais faire, je le mettrai dans le grand 3 finalement. Je voulais vous faire un truc quand même qui me semble assez fondamental et qu'on n'a pas vu. On va donner un titre un peu sexy, pour une fois, et un peu énigmatique donc. Raison et matière dans l'histoire. Je ne le fais pas tout le temps, ça, mais là je vais le faire, ça me semble pertinent ici. Mais comme ça sonne dans 1 minute, on va faire la pause là, de l'interclasse et je vais vous expliquer ça après. Allez, ça repart. Voilà, raison et matière dans l'histoire. Alors, vous aurez compris, raison et matière. Esprit capital, bon, c'est tout de suite ça. Bon, alors, je vais commencer avec Hegel et la phénoménologie de l'esprit. C'est un passage. Alors, la phénoménologie de l'esprit, c'est un gros livre, un gros pavé, écrit dans une langue incompréhensible, qui est la langue d'Hegel. Enfin, incompréhensible. Donc, si vous le lisez, vous pouvez commencer à comprendre. Mais Hegel, c'est sans doute un des philosophes les plus admirés et aussi les plus controversés. Hein. Schopenhauer, qui était son contemporain, disait de lui que c'était un écrivailleur d'absurdité, un valet de ministre, un charlatan. Popper, un siècle plus tard, l'a accusé d'être responsable de l'idéologie nazie. Donc, à partir de là, vous allez comprendre pourquoi. À partir de là, on peut juger qu'il est controversé, même si, bien sûr, les admirateurs d'Hegel diront que ni Schopenhauer ni Popper n'ont compris quoi que ce soit à Hegel, une pensée tellement profonde et intelligente, vous allez le voir. Alors, l'idée de Hegel, c'est un peu compliqué à comprendre, c'est que, enfin, compliqué, c'est pas intuitif, je dirais. C'est que il y a une force active dans le monde, cette force, c'est la raison, et c'est la raison qui gouverne le monde. Alors, cette idée-là est répétée dans la phénoménologie de l'esprit, mais c'est une idée très importante qui est développée surtout dans les leçons sur l'histoire de Hegel, notamment dans un texte qui a été rebaptisé a posteriori, parce que c'était les cours que donnait Hegel à l'université, La raison dans l'histoire.
Hegel pense que le monde obéit à la rationalité. C'est ce qu'on appelle une philosophie idéaliste. Les idées, en quelque sorte, gouvernent le monde. Donc ça, c'est ça l'idée fondamentale de Hegel, que le monde est soumis à la raison. Ainsi, Hegel pose une relation d'identité dès le début de la phénoménologie de l'esprit. Cette relation est la suivante, c'est que raison égale réel. Cette phrase fameuse de Hegel, le réel est rationnel, le rationnel est réel. Ça, c'est le postulat de base de toute la philosophie. Donc tout le reste découle de ça. Alors, il y a un problème avec ce postulat, c'est bien sûr qu'il est faux. C'est-à-dire que, évidemment, le réel n'est pas rationnel. Vous prenez une pierre, la pierre est réelle, elle n'est pas rationnelle. Fin de l'histoire. Enfin, je veux dire, il n'y a même plus de discussion, c'est terminé. Prenez ce feutre, est-ce qu'il est rationnel? Non. Alors, bien sûr, un hegelien vous dira oui, mais l'existence de ce feutre obéit à une certaine raison. Il obéit à un certain processus peut-être mental, c'est sûr. Est-ce que ça obéit à une certaine raison? C'est autre chose. Non, le réel est rationnel, le rationnel est réel. Ça, c'est la base de la pensée de Hegel. Il faut ajouter quelque chose. C'est que Hegel attribue une fonction théologique à la raison. En fait, souvent, si vous prenez votre manuel de philosophie et que vous tombez sur un texte de Hegel, extrait de La raison dans l'histoire, vous verrez écrit textuellement « La raison gouverne le monde ». Et là, il commence à dérouler son délire idéaliste, etc., etc. Sauf que si vous lisez Hegel dans le texte, vous voyez que Hegel utilise indifféremment la raison et Dieu. Très fréquemment, dans La raison dans l'histoire, Hegel écrit « Dieu gouverne le monde ». Donc là, si vous voulez, on est à la fin de la philosophie moderne. On est encore dans cette idée selon laquelle le rôle de la philosophie, c'est de déterminer les conséquences de l'existence de Dieu dans le monde. Et Hegel fait ça ni plus ni moins. En fait, la raison, c'est Dieu. La volonté de la raison qui agit dans le monde, c'est la volonté de Dieu. Donc il y a une théologie là derrière. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur l'histoire de Hegel. Vous ne saurez pas pourquoi ici Hegel considère que les Amérindiens ne sont pas des êtres humains et que tous les Noirs sont des sorciers. Mais si on fait un cours sur l'histoire un jour, vous le saurez. C'est ce qu'il pense. Bon, alors. Mais sinon, c'est quelqu'un de très recommandable et de très éclairé. Un visionnaire de son époque, vous imaginez bien. Bref. Bon, Hegel pose la question, là encore, de l'état de nature. Qu'est-ce qui se passe à l'état de nature? Alors, à l'état de nature, vous avez des gens qui luttent les uns contre les autres. Bon. Et de cette lutte résulte une nouvelle situation, une situation dans laquelle certains dominent et d'autres sont dominés. C'est la fameuse dialectique du maître et de l'esclave. Voilà. Rien que d'y penser, ça me donne la nausée. Alors, le maître, l'esclave. Vous l'aurez compris. Bon. Évidemment, avant le maître et l'esclave, il y a la lutte. De la lutte résulte cette situation-là. Alors vous allez voir que cette espèce de réflexion permet de justifier en quelque sorte l'idéalisme hegelien. Vous comprenez bien que si c'est la raison qui gouverne le monde, c'est l'esprit qui gouverne le monde, tout est subordonné d'abord à l'esprit. L'État y compris. Pour Hegel, l'État incarne, cristallise l'esprit du peuple. C'est-à-dire que pour Hegel, l'État, c'est l'esprit du peuple, c'est une seule et même chose. Et même si, évidemment, vous me direz, mais pas du tout. C'est-à-dire que l'institution de l'État n'a rien à voir avec l'esprit du peuple, Hegel vous dit que si. Que si, parce que justement, l'émergence de l'État résulte de cette lutte première, lutte primordiale. On voit déjà des contradictions là-dedans, mais bon. Alors, lutte primordiale. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette lutte? Dans cette lutte, vous avez des gens qui sont attachés à différentes valeurs. Il y a des personnes pour qui ce qui a le plus de valeur, c'est leurs idées, leur idéologie. Et ces gens-là sont prêts à tout pour imposer leur idée et leur idéologie. Ils sont prêts à se sacrifier pour imposer leur idée et leur idéologie. Ces gens-là sont ceux qui ne lâcheront jamais leur idée contre leur vie. Ce sont ceux qui considèrent qu'en fait, leurs idées ont une plus grande valeur que la vie. Et puis vous avez d'autres personnes qui considèrent qu'au contraire, la vie a une plus grande valeur que les idées, qui ne sont pas prêts à mourir pour des idées. Alors, si c'est des bonnes idées, c'est peut-être dommage, mais si ces idées sont débiles, c'est peut-être bien, en fait, finalement. Donc on a d'autres personnes qui considèrent que les idées
ont une valeur inférieure à la vie. Eh bien, pour Hegel, en fait, ce qui fait que vous êtes maître et ce qui fait que vous êtes esclave, donc ce qui fait que vous êtes dominant et ce qui fait que vous êtes dominé, c'est le fait que vous attribuiez une valeur plus importante à vos idées ou à la vie, ou vice-versa. Celui qui attribue une valeur plus importante à ses idées qu'à la vie ne sera jamais esclave. Soit il sera mort, soit il sera maître. Mais celui qui accorde une valeur plus importante à la vie qu'à ses idées, alors acceptera, consentira à se soumettre aux autres, qui eux accordent une valeur plus importante à leurs idées qu'à la vie, pour préserver leur existence. Donc ils sont esclaves. Alors, même ici, on peut se dire que, déjà en fait, là on voit que l'État, c'est pas l'incarnation du tout de l'esprit du peuple. L'État, c'est l'incarnation de l'esprit des maîtres. Bon, donc c'est comme ça que se constitue la politique. Ce qui veut dire, là encore, que la politique n'obéit pas à une rationalité propre, elle obéit à une idéologie. Alors, évidemment, c'est pas vraiment ce que dit Hegel, là, c'est ce qu'on peut lui en faire dire, en tout cas. On voit bien que si celui qui s'institue comme maître, c'est celui qui impose, qui veut absolument imposer ses idées aux autres, ces idées n'ont aucune raison d'obéir à la raison. Alors, bien sûr, pour Hegel, si les idées ont une raison d'obéir à la raison, parce que la raison c'est Dieu, et parce que la raison gouverne le monde, et parce que la raison tend vers la fin de l'histoire pour Hegel. C'est-à-dire que la raison vise à réaliser la liberté de tous. Donc il y a un processus historique chez Hegel, si vous voulez. Il faut que je l'explique. Il faut que je l'explique, sinon c'est aussi obscur. En fait, pour Hegel, le monde est gouverné par la raison, et cette raison détermine l'histoire des nations et des peuples. Donc, les peuples rentrent dans l'histoire du monde, intègrent l'histoire du monde, ils sont donc subordonnés à la volonté de la raison, et cette raison les amène petit à petit vers la liberté. C'est ça l'idée. Suite à la chute successive des empires, des nations, des régimes politiques, petit à petit le peuple chemine comme ça, guidé par la raison vers la vérité. Alors bien sûr, on pourrait faire une objection, se dire oui, mais les massacres qui arrivent dans le monde, etc. etc. Hegel considère qu'il s'agit là de la ruse de la raison. C'est un moyen qu'utilise la raison pour arriver à ses fins. N'oubliez pas que la raison, c'est Dieu. Il faut comprendre qu'il y a des peuples qui sont exclus, d'après Hegel, de cette histoire du monde qui chemine vers la raison. Tous les peuples ne participent pas à l'histoire du monde. Pour participer à l'histoire du monde, il faut... on se rend compte qu'un peuple participe à l'histoire du monde à partir du moment où il prend conscience de la possibilité de la liberté, en quelque sorte. C'est pour ça qu'il devient raccord avec la raison, si vous voulez. Mais tout un tas de peuples sont exclus de cette histoire, pour différentes raisons, d'après Hegel, la géographie, les centres d'intérêt, mais c'est surtout la géographie. Et pour Hegel, Hegel fait une espèce de hiérarchie des peuples, qui sont plus ou moins l'incarnation de la raison. Donc, si vous voulez, à la queue du train, c'est les Amérindiens, qui sont à peine des êtres humains. Après, c'est les Africains. Je vous rappelle, pour Hegel, je cite dans le texte, pour Hegel, tous les Noirs sont des sorciers. Voilà. Donc, il explique ça aussi. Il y a une explication. C'est-à-dire qu'il y a une justification rationnelle à ça. Alors, la justification, c'est que vous comprenez... je vous l'explique jusqu'au bout, c'est trop plus pas ce truc-là. En fait, ce que Hegel dit, c'est que le problème des peuples africains, c'est qu'ils ont une géographie qui leur est défavorable. Beaucoup sont enclavés dans le désert, enclavés dans les terres, ils n'ont pas accès à l'océan, bon, ce qui est faux pour toute une partie de l'Afrique. Hegel n'avait jamais été en Afrique, il ne connaissait pas très bien la géographie de l'Afrique, bon, il parlait de ça un peu comme ça. Hegel a écrit des grands traités sur la musique, il n'écoutait pas de musique non plus. Bon, bref. Et donc, Hegel dit, voilà, il y a un problème géographique. Les Africains sont enclavés, ils sont coupés du reste du monde. Bon. Alors, ça les empêche de rejoindre comme ça l'esprit du monde. Contrairement aux peuples qui vivent près des côtes, près des fleuves, qui ont accès aux idées des autres peuples et donc qui rejoignent l'esprit de l'histoire du monde. Et puis, les Africains ont un autre problème, dit Hegel. Ce problème, c'est que c'est leur religion. En fait, les religions en Afrique fonctionnent autour d'un personnage qui est le marabout. Et le marabout, c'est quelqu'un qui a le pouvoir non seulement de communiquer avec les esprits, mais de faire obéir les esprits à sa volonté. En fait, chez les Africains, l'homme matériel a une puissance sur les entités spirituelles. Mais c'est pas comme ça que fonctionne la réalité du monde, puisque la réalité, rappelez-vous, elle est rationnelle. Donc, il y a un problème, là, il y a une inversion de l'ordre des choses, en fait. Le problème, c'est que le système du marabout est de telle nature
à faire considérer au peuple que l'esprit obéit à la matière, alors que c'est le contraire. C'est pour ça que Hegel dit que tous les noirs sont des sorciers, parce qu'il considère que voilà, il y a cette figure du marabout, si vous voulez, elle transcende les peuples comme ça, et conduit à une inversion de la perception de la réalité. Alors Hegel a une solution pour ça, rassurez-vous. La solution est la suivante. Hegel remarque que quand les Européens débarquent en Afrique, ils arrivent, qu'est-ce qu'ils font les Européens? Eh bien, ils mettent en place la traite négrière, la traite de l'esclavage. Donc il y a des guerres en Afrique, on embarque les prisonniers, on les transporte aux quatre coins du monde, dans les Caraïbes, et puis on les asservit, eux et toutes, ainsi de suite pendant plusieurs générations. Bon. Hegel, il explique que ce processus de la traite négrière, de l'esclavage, c'est quelque chose qui libère les peuples africains. Pourquoi? Parce que quand le blanc débarque en Afrique avec le christianisme, il fait prendre conscience à l'Africain qu'il y a une puissance supérieure qui est Dieu, et donc qui est la raison, qui leur préexiste et qui gouverne leur corps. Or, le marabout ne leur permettait pas de prendre cette conscience-là. Donc, ça c'est Hegel vraiment, grâce à l'esclavage, d'après Hegel, eh bien, les esclaves qui ont été christianisés ont pu devenir plus libres qu'ils ne l'étaient avant d'être esclaves. Voilà. Bon, vous comprenez pourquoi, bien sûr, moi, personnellement, je n'ai pas d'affection particulière pour ce philosophe. Bon, il faut voir qu'il y a tout ça derrière. Hein. Vous comprenez pourquoi, peut-être Popper disait qu'il y avait là un peu de l'idéologie nazie aussi. Bon, bref. Donc, voilà l'idée de Hegel. C'est qu'il y a cette espèce de raison. Cette raison est censée embarquer tout le monde. Et l'esclavage, c'est une forme de ruse de la raison. C'est une manière qu'utilise la raison pour parvenir à ses fins, c'est-à-dire rendre rationnel des peuples qui étaient à la base quand même une bande de sorciers. Quoi. En gros, c'est ça l'idée. On a compris l'idée. Alors, j'ai parlé de ça avec un de mes collègues dans un colloque. Il m'a dit, oui, mais tu comprends, bon, à l'époque, tout le monde était raciste. Je lui dis, bah, déjà, c'est pas vrai. Et ensuite, on a le droit d'attendre d'un philosophe d'être un petit peu plus au-delà des préjugés de son époque. Mais bon, soit, n'allons pas dans le jugement de valeur, je vous laisse vous faire votre idée sur le personnage. Bon, on voit bien que chez Hegel, on a cette idée-là de la raison qui gouverne, la raison qui décide, et les maîtres sont les incarnations de la raison. Mais on est dans la dialectique chez Hegel. Et il y a un problème. Les maîtres ne resteront pas maîtres à vie, d'après lui. En fait, ce qui va se passer, c'est que... C'est très platonicien, ça même. C'est que de génération en génération, les maîtres deviendront des espèces de dégénérés. Parce que ce sera des personnes qui seront oiseuses, qui ne travailleront pas, qui auront perdu leur valeur, et la seule chose qu'ils aimeront, ce n'est pas tellement leur valeur guerrière, leur valeur tout court, leur valeur morale, ce sera bien leur petit confort, leur vie finalement. Mais le peuple, pendant ce temps-là, qui travaille, qui développe des savoir-faire, des connaissances, une culture, enfin des choses qui sont distinctes, très très distinctes des valeurs, du mode de vie, de la culture des maîtres, eh bien, gagne une forme de puissance. Survient alors un nouveau combat entre les maîtres et les esclaves, et un nouvel ordre qui s'installe, dans lequel il y a à nouveau des maîtres et des esclaves, etc., 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 jusqu'à la fin de l'histoire, jusqu'à ce qu'on acquiert la liberté. Et pour Hegel, le peuple qui est le plus proche de la liberté, bien sûr, il était allemand, donc c'est l'Allemagne, bien sûr. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est la logique dialectique chez Hegel, la raison qui gouverne. La politique, donc, elle est guidée par la raison. En fait, tout régime politique est nécessairement légitime, puisqu'il ne pourrait être autrement que ce qu'il est, puisqu'il est l'incarnation de la raison. Cela permet de dédouaner tous les dictateurs, tous les assassins, toutes ces choses-là. Hegel avait une admiration profonde pour ce qu'il appelait les grands hommes. Il admirait profondément Napoléon, il admirait profondément Alexandre le Grand. Il y a une phrase de Hegel dans La raison dans l'histoire dans laquelle il dit, mais souvent un instituteur expliquera à ses élèves la politique d'Alexandre le Grand par le petit trou de la serrure en disant, voilà, oui, Alexandre le Grand c'était quand même un barbare qui a fait assassiner des dizaines de milliers de personnes. Alors que bon, dit Hegel, il faut bien sacrifier quelques fleurs innocentes au dessein des grands hommes. Voilà. Donc même, en fait, c'est cette philosophie-là légitime absolument tout. Quoi. Hitler est parfaitement légitime dans cette philosophie-là, il n'y a pas de problème. Hein. C'est très compatible, on ne peut plus compatible. Alors, il y a un philosophe qui s'est énormément inspiré de Hegel,
mais qui s'en est aussi énormément détourné. Alors, il a gardé la méthode de Hegel, on pourrait dire, mais il a complètement changé de perspective philosophique. Et ce philosophe, c'est Marx. Donc là, on est chez Hegel. Et chez Marx. Alors, Marx a conservé la dialectique, l'idée de la lutte, l'idée de l'opposition entre le maître et l'esclave. Mais pour lui, le monde n'est pas gouverné par la raison, il est gouverné par les conditions matérielles. Et plus précisément par les conditions matérielles de production. Comme Hegel, Marx s'est préoccupé par des problématiques d'ordre historique. Sauf que pour Marx, l'histoire, c'est pas la lutte de la raison avec elle-même, en quelque sorte. Non, l'histoire des peuples, c'est la première phrase du Parti communiste, c'est la lutte des classes. C'est la lutte des classes. Donc, en quoi ça consiste la lutte des classes? Eh bien, Marx considère qu'il y a toujours eu une classe de dominants et une classe de dominés. Et ce qui détermine le fait qu'une classe domine et l'autre, ça domine l'autre, ça n'a rien à voir avec les idées. Chez Marx, en fait, ceux qui dominent sont les propriétaires des moyens de production. Et ceux qui sont dominés sont les travailleurs. Alors, il prend plusieurs exemples, Marx. Regardez, période de l'esclavage antique. Dans l'Antiquité, vous aviez des esclaves qui travaillaient et qui n'étaient propriétaires de rien, pas même de leur corps. Vous aviez des maîtres qui étaient propriétaires du corps des esclaves, propriétaires de l'outil de production des esclaves, propriétaires même de l'esclave lui-même. Et ces propriétaires-là ne travaillaient pas. Après, vous avez eu, Marx par exemple, de l'époque féodale. Dans l'époque féodale, vous aviez des seigneurs qui étaient des guerriers, qui étaient des propriétaires terriens, donc ça c'est devenu ce qu'on appelle la noblesse et l'aristocratie, et contre une garantie de sécurité qu'ils offraient à des paysans, ces paysans devaient travailler pour le compte des seigneurs et leur reverser une quantité incroyable d'impôts pour assurer le train de vie de ces gens-là. Donc là encore, le seigneur était propriétaire de la terre, propriétaire de l'outil de production. Alors il n'était pas forcément propriétaire des outils d'ailleurs, il pouvait l'être comme ne pas l'être, mais comme il était propriétaire de la terre, propriétaire des matières premières, propriétaire des moyens de travail, eh bien les travailleurs étaient obligés de lui reverser une rente. Le seigneur ne travaillait pas, il guerroyait, et le paysan travaillait. Vous remarquez que dans les deux cas, pour l'esclave antique et son maître, et le seigneur et le paysan, le travailleur est toujours très pauvre, et le maître et le seigneur est toujours plutôt riche. Vous voyez que dans cette logique-là, c'est pas le travail qui enrichit, bien sûr. Et puis, troisième étape, d'après Marx, de la lutte des classes, c'est le capitalisme, le mode de production capitaliste. Bon, là, vous avez deux nouvelles classes qui apparaissent, la bourgeoisie et le prolétariat. Et en fait, les marxistes font une lecture de par exemple, dans l'événement comme la Révolution française, qui est le suivant. Et pour les marxistes, la Révolution française, elle arrive en même temps qu'une révolution plus importante, encore beaucoup plus importante, qui est la Révolution industrielle. Cette révolution industrielle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne du pouvoir à la bourgeoisie, elle en enlève, elle en retire à l'aristocratie. Parce que la richesse ne se génère plus maintenant par l'agriculture, mais par l'industrie. Et donc les bourgeois prennent du pouvoir, suppriment plus ou moins le pouvoir des aristocrates, et il y a des gens qui travaillent. Alors, comment ça marche d'après Marx? Eh bien, le bourgeois, qu'est-ce qu'il fait? Il investit son capital dans un appareil productif, une usine, des terres, tout ce dont il a besoin, des outils, tout ce dont il a besoin pour produire. Et il y a des gens qui travaillent pour lui. Et ces gens touchent un salaire. La rémunération du capitaliste, du bourgeois, si vous voulez, l'un ou l'autre, on va dire du capitaliste, c'est peut-être plus objectif. La rémunération du capitaliste, c'est le profit. Et ce profit, c'est quoi? C'est tout l'argent qui est généré grâce au travail, mais qui n'est pas versé au travailleur. Là encore, le travailleur est pauvre et le capitaliste est riche. Là encore, le travailleur n'a pas de pouvoir, le capitaliste a du pouvoir. On pourrait me dire, d'ailleurs, le capitaliste a le pouvoir. Bon. Demandez-vous, par exemple, pourquoi les restaurants n'ouvrent pas et les Zara rouvrent. Vous voyez, c'est bizarre. Est-ce que ça ne saurait pas avoir quelque chose avec ça? Bon, disons que, dans cette perspective-là, le pouvoir politique, il est aux mains de ceux qui possèdent les moyens de production. C'est-à-dire ceux qui possèdent ceux dont on a besoin pour faire bosser les autres. Voilà.
les travailleurs de tout temps, prolétaires, serfs, esclaves, ne possédaient pas ce dont ils avaient besoin pour produire ce qu'ils produisaient. Eux, la seule chose qu'ils possédaient, c'est, dit Marx, leur force de travail. Alors, évidemment, d'après Marx, c'est pas censé s'éterniser comme ça. Il y a une lutte des classes qui s'opère, ce qui fait d'ailleurs, on change de régime politique et on change de mode de gouvernement. Mais le fait est que la logique de l'histoire obéit aux conditions matérielles dans lesquelles vivent les êtres humains, et non pas du tout aux idées, et que Marx considère qu'une fois que les moyens de production seront la propriété de la communauté, alors ce sera la fin de la lutte des classes, donc la fin de l'histoire. Donc chez Hegel, c'est quand la raison aura triomphé que ce sera la fin de la lutte et la fin de l'histoire. Chez Marx, c'est quand il n'y aura plus de propriété privée des moyens de production que ce sera la fin de l'histoire. Ça nous conduit pour notre question aux considérations suivantes. Les êtres humains ne sont pas libres de se déterminer devant l'histoire. Ils ne sont donc pas libres de se déterminer devant la politique. Chez Hegel, le maître est légitime à gouverner parce que c'est la volonté de la raison. Chez Marx, eh bien, en réalité, celui qui est à la tête de l'État n'est pas légitime à gouverner, mais il gouverne de facto parce que les circonstances historiques ont voulu qu'il en soit ainsi. Mais chez Marx, ce qui est absolument légitime, c'est justement que tout le monde gouverne. Et comment est-ce que tout le monde peut gouverner quand tout le monde possède les moyens de production? Alors chez Hegel, c'est quand tout le monde est libre. Ça peut paraître très abstrait, ça, mais imaginez très concrètement que... On va ouvrir un peu. Imaginez très concrètement que, je ne sais pas, demain, toutes les personnes qui travaillent dans des usines, qui travaillent dans des commerces, qui travaillent dans tout un tas d'entreprises, deviennent propriétaires de leur propre entreprise. Enfin, si ça se passe, vous supprimez tous les rapports de pouvoir qui existent. Les rapports de pouvoir, de subordination qui existent au sein de ces structures, en fait. Donc vous supprimez, en fait, une espèce de pouvoir politique qui s'applique sur les individus et vous leur donnez plus de liberté. Et vous leur donnez aussi plus d'argent, évidemment. Ça, c'est le corollaire. On pourrait dire un dernier mot là-dessus, pour bien comprendre les enjeux politiques qui sont sous-jacents, parce que souvent, on ne comprend pas quel est le rapport entre le capitalisme et le pouvoir politique. En réalité, à l'époque de la Grèce antique, on voyait bien le rapport entre les maîtres et le pouvoir politique, puisque c'était les mêmes maîtres qui légiféraient dans la cité. À l'époque de la féodalité, c'était les mêmes seigneurs qui guerroyaient et qui étaient les maîtres, qui faisaient la vie politique. Mais aujourd'hui, nous avons des personnes, qui s'appellent des hommes politiques, qui font la vie politique. Et ces personnes sont parfois, pas toujours, mais parfois, distinctes des capitalistes eux-mêmes. Donc on se dit, les décisions politiques, elles ne viennent pas du capitalisme, elles viennent de ceux qui font la politique. Il y a une forme de séparation ici entre les deux. En tout cas, c'est l'idée que l'on peut avoir. Bon, eh bien, pour Marx, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Le pouvoir politique, il réside entre les mains de ceux qui ont les moyens de production. En fait, pour se demander qui a le pouvoir, il ne s'agit pas de regarder fondamentalement quelles sont les institutions qui disent gouverner, mais quelles sont les institutions qui, fondamentalement, décident. Lors d'un colloque qui avait eu lieu à l'École normale supérieure de Lyon il y a 2 ans, j'avais fait une intervention là-bas, et puis juste après mon intervention, il y avait une autre intervention qui portait sur un philosophe et économiste qui s'appelle Milton Friedman. Et Friedman, c'est un mystère pour personne, là je fais offense à personne en le disant, c'est un idéologue pro-capitalisme, sous couvert de philosophie. Mais c'est vraiment un idéologue, Friedman. Et alors, Friedman s'ancre dans un courant philosophique qu'on appelle le libéralisme, et plus précisément le néolibéralisme. C'est-à-dire l'idée selon laquelle il faut faire en sorte que l'État doit agir. Donc le libéralisme, on sait ce que c'est. L'État doit agir de manière à favoriser les libertés individuelles, et notamment la liberté d'entreprendre. Et alors, ce que disait l'intervenant au sujet de Friedman, Friedman, c'est quand même un libéral dans le sens strict du terme. Il veut libérer les peuples de l'oppression de l'État en laissant tout pouvoir à la liberté d'entreprendre. Donc l'idée, c'est que on remplace finalement le pouvoir de l'État par les contrats, par les conventions et par les entreprises. Alors j'avais posé une question à la fin de son intervention, je lui avais dit, ok, mais que dit Friedman du pouvoir qui s'exerce à l'intérieur des entreprises? Et alors il me dit, de quoi tu parles? Je lui dis, ok,
l'État n'a plus de pouvoir de légiférer sur telle ou telle décision économique, mais dans l'entreprise, il y a une hiérarchie. Il y a un PDG, il y a des managers, il y a des cadres, puis il y a tout un tas de relations de subordination qui existent à l'intérieur de l'entreprise qui font que les personnes en bas de l'échelle obéissent à celles qui sont juste au-dessus d'elles, etc., 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 etc. Il n'y a pas de liberté dans l'entreprise. Il y a des gens qui sont obligés d'obéir à d'autres. Des gens qui sont obligés de venir travailler à telle heure, de partir à telle heure, de pointer, de rendre des comptes. L'entreprise n'est pas le lieu de l'expression de la liberté. C'est un lieu très contraignant. Et alors je lui dis, alors du coup, qu'est-ce qu'il en dit Friedman de ça en fait? Et il me dit, ben, je ne sais pas. En fait, il me dit, il n'en dit rien. Et on voit bien le problème en fait. C'est que, ok, on supprime à l'État son pouvoir politique sur les individus, mais ce pouvoir, il ne disparaît pas. Les individus ne deviennent pas libres comme par enchantement parce que l'État n'agit plus. Ce pouvoir, dans le mode de production capitaliste, est transféré vers les capitalistes eux-mêmes, vers ceux qui font travailler les autres. Parce que le fait même que vous soyez obligé de travailler pour gagner votre vie, ben, ça veut dire que vous êtes soumis à une autorité. Et cette autorité, ce n'est pas l'autorité de l'État, ce n'est pas l'État qui vous oblige à travailler pour survivre. C'était le cas peut-être à l'époque de la Grèce antique, c'était peut-être le cas dans l'époque de la féodalité, enfin l'État, une certaine espèce de société publique. Mais là, ce n'est pas l'État, ce sont des entreprises privées. Mais quand on travaille pour les entreprises privées, on travaille pour des entreprises. On est soumis à leur ordre, à leur pouvoir. Le pouvoir politique, il existe. Il n'existe peut-être pas de manière frontale dans la personne de l'État, mais il existe en tout cas dans le monde de l'entreprise. Ça, c'est indubitable. Et si on fait cette analyse-là, on aurait tendance à se dire que peut-être que Marx ne se trompe pas tout à fait là-dessus. Vous voyez, pensez bien que le libéralisme économique, c'est une forme de vue de l'esprit. Et c'est un libéralisme qui ne s'ancre pas dans la logique libérale que l'on a chez John Locke ou chez Adam Smith, par exemple, puisqu'il n'est pas question de donner de la liberté à l'individu. Il est question de supprimer à l'État du pouvoir pour en donner à d'autres agents qui auront du pouvoir sur les individus. On n'est pas du tout dans une logique de libération et de démocratie. Bref, on va pouvoir noter pour cette question-là. Vous êtes prêts? Et réfléchissez à ça. Là, pour ceux qui sont en SES, vous pouvez dire, ou ceux qui feront, bon, ceux qui sont en SES, c'est pas très pertinent, mais ceux qui feront des études d'économie, ou ceux qui, dans un dîner avec des gens qui sont très branchés finance, libre marché et tout, vous pourrez leur opposer ces arguments-là, leur dire oui, mais la liberté du marché, ce n'est pas la liberté des personnes. C'est pas pareil. Le marché qui est libre, ça ne veut pas dire que les gens qui sont dans le marché sont libres. Ils sont soumis au pouvoir du marché. Enfin, au pouvoir des acteurs qui ont du pouvoir dans le marché. Ça, c'est pas du libéralisme du tout, pensez-y. Un philosophe libéral ferait un peu de ménage dans les entreprises, sans doute, pour donner la liberté aux individus. Bon, alors on y va, on note. Dans la phénoménologie de l'esprit, c'est plus au tableau, mais c'est phénoménologie, comme ça se prononce avec un PH bien sûr. Dans la phénoménologie de l'esprit, Hegel explique comment se constitue la vie politique. Dans la phénoménologie de l'esprit, Hegel explique comment se constitue la vie politique. Point. L'ordre politique découle d'une lutte entre les hommes à l'état de nature. L'ordre politique découle d'une lutte entre les hommes à l'état de nature. Point. Les vainqueurs de cette lutte deviennent les maîtres. Les vainqueurs de cette lutte deviennent les maîtres.
virgule, les autres, les esclaves. Les vainqueurs de cette lutte deviennent les maîtres, virgule, les autres, les esclaves. Point. Pour vaincre, les maîtres ont dû accorder plus de valeur à leurs idées. Pour vaincre, les maîtres ont dû accorder plus de valeur à leurs idées qu'à leur propre vie. Point. Les vaincus, quant à eux, accordent plus de valeur à la vie. Les vaincus, quant à eux, accordent plus de valeur à la vie. Point. C'est pourquoi ils acceptent de se soumettre à leur maître. C'est pourquoi ils acceptent de se soumettre à leur maître. Point. Ainsi, ce sont les idées des plus décidés qui gouvernent. Ainsi, ce sont les idées des plus décidés, et des plus forts bien sûr, qui gouvernent. Hegel considère en outre qu'il y a identité entre le réel et le rationnel. Hegel considère en outre qu'il y a identité entre le réel et le rationnel. Point. Pour lui, ouvrez les guillemets, la raison avec un R majuscule, la raison gouverne le monde. Fermez les guillemets. Point. Ainsi, les hommes sont destinés au cours de leur histoire. Ainsi, les hommes sont destinés au cours de leur histoire à lutter pour faire triompher leurs idées jusqu'à ce que s'impose la raison
jusqu'à ce que s'impose la raison, et avec elle, la liberté. Point. L'État est par conséquent l'État est par conséquent toujours légitime à gouverner, puisqu'il est l'expression de la raison dans l'histoire. Puisqu'il est l'expression de la raison dans l'histoire. Point. Bon, on l'a bien compris, Hegel. Bon, je vais pas... Tout ce que j'ai expliqué, bon, je vais pas le dire ici, là, on est allé vraiment à l'essentiel. Vous avez les choses les plus importantes. Alors, sautez une ligne, on va voir pour Marx maintenant. Marx prend le contre-pied de la philosophie de Hegel. Marx prend le contre-pied de la philosophie de Hegel. Et considère que le réel n'est pas subordonné à la raison, mais aux conditions matérielles de production. Point. Comme chez Hegel, cependant, Marx considère qu'il y a lutte entre dominant et dominé. Deux points. Comme chez Hegel, cependant, Marx considère qu'il y a lutte entre dominant et dominé. Deux points. C'est la lutte des classes. Point. Cette lutte résulte d'une asymétrie. Cette lutte résulte d'une asymétrie matérielle. Point. Les dominants sont propriétaires. Les dominants sont propriétaires des moyens de production. Tandis que les dominés
tandis que les dominés ne possèdent que leur force de travail. Point. Les dominés, virgule, condamnés à travailler pour les dominants, virgule, sont ainsi privés de leur liberté. Point. Pour Marx, l'exercice du pouvoir politique dépend de ce rapport de domination. Deux points. Les dominants possèdent le pouvoir sur les dominés. Point. On a presque fini, rassurez-vous. Hein. On est presque au bout. Les dominants possèdent le pouvoir sur les dominés. Point. Ce pouvoir est certes illégitime, mais est nécessaire dans le cadre de la lutte des classes. On ne peut pas faire autrement. Ce pouvoir est certes illégitime, mais nécessaire dans le cadre de la lutte des classes. Ok ? Bon, oui, c'est facile finalement. Alors, attendez, parce que ça n'a pas encore sonné. Soyez pas si pressés. On n'a pas beaucoup écrit aujourd'hui en plus, non ? Gentiment. Quoi, une page ? Deux pages ? Oh, ça va. Alors, on peut se demander maintenant s'il n'est pas possible d'insuffler un peu de rationalité dans la politique, ou alors plus précisément, qu'est-ce qui se passe si on insuffle de la rationalité en politique ? Et qu'on se dit, bon ok, là tout ça c'est très déraisonnable, les individus sont soumis aux passions violentes des personnes qui gouvernent, ils sont soumis aux désirs complètement irrationnels de ceux qui organisent la vie politique, ils sont soumis aux mécanismes nécessaires de l'histoire. Finalement, la liberté politique, elle est quand même pas très très importante. La question c'est, est-ce qu'on peut qu'est-ce qui se passe si on met de la rationalité dans la manière de faire dans le pouvoir politique lui-même ? Qu'est-ce qui se passe si le pouvoir politique se mêle de rationalité ? C'est une question intéressante. Alors on va la poser dans le grand 3.
qu'advient-il si la rationalité se mêle au pouvoir politique? Bon, est-ce que quelqu'un peut avoir une idée d'une réponse à cette question-là? Qu'est-ce qui se passe si le pouvoir politique s'approprie de la rationalité, si vous voulez? Concrètement. Mhm. Alors? Allez-y. Osez. Lâchez-vous, n'ayez pas peur. Je sais, c'est la fin de l'heure. Tout le monde commence à fatiguer. Tout le monde a faim. Comment? Qu'est-ce qui se passe si le pouvoir politique s'approprie de la rationalité? Est-ce qu'on a des exemples dans l'histoire de régimes politiques qui s'approprient de la rationalité, qui gouvernent avec l'aide de la rationalité? Est-ce qu'il y a des régimes politiques qui gouvernent avec l'aide de la rationalité aujourd'hui? Comme? Je ne sais pas pourquoi. Comment? Ah oui, oui, ok. Il faut que vous relisiez votre cours, hein. Non, mais c'est une bonne remarque. En fait, on pourrait. Alors, non, il faut aller au bout de ce que vous dites, parce qu'en réalité, c'est pas complètement faux. En fait, comment dire? C'est pas parce que tout le monde plébiscite quelqu'un que c'est rationnel. Je sais pas si vous connaissez le gourou Raël, il est plébiscité par des milliers de personnes, c'est parfaitement irrationnel. Daesh est plébiscité peut-être par des millions de personnes, c'est parfaitement irrationnel. C'est pas parce que vous êtes plébiscité par des milliards de personnes que vous avez raison. Ça peut être n'importe quoi, je veux dire. Bon, quand vous élisez, c'est un peu Bradbury, si vous élisez la base sur quelqu'un sur la base de son physique, bah, il aura beau avoir eu des millions de voix de manière tout à fait démocratique, c'est pas rationnel. Rationalité, démocratie, ça semble assez antagonique finalement. En tout cas, de ce point de vue-là. Là, c'est pas un bon exemple pour le coup. Alors, ce serait un bon exemple si vous aviez un peuple éduqué ça c'est Kant, ça, qui décidait en conscience de ses choix politiques. Alors, est-ce que vous avez un autre exemple? Mais n'ayez pas peur, hein, d'un régime politique qui gouverne à l'aide de la rationalité, qui a existé ou qui existe. Et qu'est-ce que ça donne? Oui, monsieur? La question, c'est vraiment. Ah, bien sûr. Ah oui, c'est pas imaginaire. Est-ce qu'il n'y a aucun régime politique? Il y en a plusieurs en plus, de plusieurs manières, qui ont obéi à des logiques de rationalité. Vraiment, si vous dépensez un type de régime politique qui gouverne avec des logiques rationalistes absolues. Ça, oui. Alors, le communisme, ça marche très très bien. Effectivement, les États soviétiques, tout était hyper rationalisé. On mettait en place des plans avec on décidait exactement de ce qu'on produisait. Tout le monde avait sa place, tout le monde devait obéir de manière très très précise. Même les espaces. Il y avait une expo. Je vous laisse la parole. Il y a eu une expo au Grand Palais. L'année dernière, quand les musées étaient encore ouverts, qui s'appelait Rouge. Et puis on voyait dans cette expo comment étaient organisés les espaces des travailleurs. Tout était hyper rationnel. Le temps de sommeil était prévu. Voilà. Donc, oui, 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 mademoiselle. Comment? Des monarchies? Oui, vous dites la hiérarchie, vous voulez dire? J'ai pas compris ce que vous avez dit en fait. Bah, ça a marché quand même pendant presque un siècle. Donc on peut pas dire que ça n'a pas marché. En tout cas, ça a marché pour ceux qui avaient le pouvoir, hein. Pour Staline, ça a marché le communisme. Pour Lénine, ça a marché. Pour Khrouchtchev, ça a marché. Pour Brejnev, ça a marché. Pensez-y.
Ok, mais alors, alors, je sais, ça va bientôt sonner, mais juste qu'on termine là-dessus. Ok, mais est-ce qu'il n'y a pas un régime proche du communisme qui était hyper rationnel aussi? Hyper rationnel. Qui organisait tout de manière très rationnelle. Un régime contemporain du communisme, qui a duré moins longtemps. Qui a été tout aussi redoutable. Enfin, quand même, si on pense à un régime hyper rationnel au XXe siècle, c'est... Bah oui, les nazis. Les nazis, c'était hyper rationnel. Tout était bien organisé. Chaque personne devait effectuer... Oui. Mais ça veut dire que vous avez des relations de moyens et de fins qui sont mises en place. On se fixe un but, et on doit faire appel à tout un tas de processus techniques, scientifiques, rationnels pour y arriver. Notre but, c'est d'exterminer les juifs. Comment on fait? Eh bien, on met en place une bureaucratie, on recrute des gens un peu médiocres. Lisez le procès d'Eichmann à Jérusalem, vous serez convaincu de la médiocrité de ces gens-là. Des gens un peu médiocres, un peu carriéristes, qui veulent faire leur trou dans une société dans laquelle ils sont des ratés. Et puis vous leur assignez tous des tâches très précises de manière à faire en sorte qu'ils ne soient jamais responsables de rien. Ce sont en fait ils appartiennent à un appareil parfaitement rationnel qu'ils ne maîtrisent pas du tout. Et puis là-dedans, vous mettez un peu de science, vous faites des expériences sur les prisonniers juifs, par exemple, vous leur greffez un bras sur le dos, vous leur injectez des trucs pour voir ce que ça va donner, enfin, vous voyez. Ça, c'est très rationnel. En fait, les régimes les plus rationnels sont les régimes totalitaires. Un régime totalitaire, c'est toujours hyper rationnel. Parce que la rationalité du système est de nature à contraindre tout le monde à obéir au système sans qu'il y ait de l'espace, sans qu'il y ait le moindre espace pour autre chose que le système lui-même. Ouais. Donc, on a vu au XXe siècle ce que ça a fait qu'introduire de la rationalisation dans la politique. Ça a pris une forme, ce qui est la forme du totalitarisme. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que cette forme-là qui existe. Voilà, on en parlera la prochaine fois.